passer d'une glycémie, disons, de 300 mg décilitres à 100, sans faire un régime terrible, mais juste en mangeant bien, ça paraît presque un miracle, non? Eh bien, c'est un peu la promesse qu'on explore aujourd'hui. On va plonger dans un guide assez complet, justement. Ok. L'idée, c'est de voir comment des repas, gourmands même, mais à faible indice glycémique, peuvent vraiment aider à stabiliser tout ça. Super, donc notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer les stratégies clés, les astuces pratiques, quoi. Tout à fait. Et pour commencer, il faut clarifier deux petites choses. L'indice glycémique, le fameux IG, c'est une note sur 100 qui dit à quelle vitesse les glucides d'un aliment font grimper la glycémie. D'accord? Et puis, il y a la charge glycémique, la CG. Et ça, franchement, c'est souvent plus utile au quotidien. Ah oui, pourquoi? Mais parce qu'elle prend en compte la quantité de glucides qu'on mange vraiment dans notre assiette. En gros, une CG sous 10, c'est faible. Au-dessus de 20, c'est élevé. Ok, décomposons ça. Pourquoi on se focalise autant là-dessus, sur cette IG, cette CG? C'est quoi le problème si on n'y fait pas gaffe? Le problème principal avec les aliments à IG élevé, c'est un peu les montagnes russes pour la glycémie, tu vois. Hmm. Un gros pic, et puis souvent, paf, une chute rapide derrière. Et là, bonjour la fatigue, les coups de barre, les envies de grignoter juste après. Ah oui, le fameux coup de pompe post-repas. C'est ça. Et à long terme, ces chocs répétés, ça peut fatiguer le pancréas, ça favorise la résistance à l'insuline et ça augmente les risques de complications cardiovasculaires, par exemple. D'accord, c'est très clair. Mais j'avais cru comprendre que l'IG d'un même aliment, il peut changer. Comment c'est possible? Une carotte, c'est une carotte, non? Excellente remarque. C'est là que ça devient intéressant. Prenons les pâtes. Si on les cuit al dente, leur IG est autour de 40. Pas mal. Ok. Mais si on les laisse cuire trop longtemps, qu'elles deviennent toutes molles, là, l'IG peut grimper à 65, voire 70. Ah ouais, quand même. Juste la cuisson. Juste la cuisson, oui. Ça change la structure de l'amidon et donc la vitesse à laquelle notre corps l'absorbe. Donc la façon de cuisiner change tout. C'est fascinant. Et il y a d'autres trucs comme ça en cuisine qui jouent sur l'IG? Absolument. Et il y en a un qui est assez étonnant, c'est le refroidissement. Le refroidissement. C'est-à-dire? Si tu laisses refroidir des féculents cuits, genre le riz, les pâtes, les pommes de terre, une partie de leur amidon se transforme. Ça devient de l'amidon résistant. D'accord. C'est un peu comme une fibre. Ça ralentit la digestion, ça nourrit les bonnes bactéries intestinales en prime et surtout ça fait baisser l'IG. Incroyable. Oui, par exemple du riz blanc chaud, IG 70-80, une fois refroidi, il peut descendre à 50-55. C'est super pour une salade composée le lendemain, non? Attendez, ça veut dire que les restes de la veille pourraient être meilleurs pour la glycémie que le plat frais. C'est génial ça. C'est un peu contre-intuitif, mais oui. Et ce n'est pas tout. Ah, Ce qu'on met avec les glucides dans l'assiette, ça compte aussi. C'est l'effet tampon. l'effet tampon. Oui, ajouter des fibres, des légumes, par exemple des protéines comme du poisson, du poulet, ou des bonnes graisses comme l'huile d'olive, l'avocat, tout ça, ça ralentit l'absorption des glucides. Donc du pain complet seul, c'est pas pareil que du pain complet avec de l'avocat dessus. Exactement. La transformation joue aussi. Une pomme de terre entière à la vapeur aura un IG plus bas qu'une purée très fine. Même une touche d'acidité, un peu de citron, du vinaigre, ça peut aider à lisser le pic glycémique. C'est tout un art en fait. Bon, alors concrètement, vers quoi on se tourne au quotidien pour un IG bas, disons sous les 50? Oh là là, mais il y a plein de choses. Les légumes verts, c'est les champions. Brocolis, courgettes, IG 15. Les carottes crues, IG 20. Ok. Pour les fruits, il faut les prendre entiers, pas en jus. Les baies, framboises, myrtilles, IG 25-30. Pommes, poires, autour de 35. Et les féculents? Les légumineuses, c'est fantastique. Lentilles vertes, IG 25. Pois chiches, 28. Côté céréales, vive le complet. Quinoa, IG 35. Riz basmati complet, 45. Les flocons d'avoine, 40. Et on n'oublie pas les protéines maigres et les bonnes graisses. Poisson gras, noix, IG 15, huile végétale. D'accord, ça fait pas mal de choix quand même. Et à l'inverse, les pièges à éviter. Ou du moins ce qu'il faut consommer avec modération. On entend souvent, faut supprimer le sucre. C'est plus nuancé, j'imagine. Ben oui, exactement. L'idée, c'est pas l'interdiction totale, c'est souvent intenable à long terme. C'est la modération intelligente. Ok. Les ennemis numéro 1, ça reste les sucres ajoutés, souvent cachés. Les sodas, c'est terrible. 1 litre, c'est facile, 25 morceaux de sucre. Les gâteaux industriels, les plats préparés. Mhm. Attention aussi aux céréales très raffinées. Le pain blanc, la baguette classique, la ligée s'envole, 70-95. Les pommes de terre, ça dépend énormément de la cuisson. Au four ou en frites, c'est 95. Mais à la vapeur, on tombe à 65. Ah oui, la cuisson encore.
toujours. Et méfiance avec les jus de fruits, même ceux sans sucre ajouté. Comme il n'y a plus les fibres du fruit entier, l'IG grimpe vite. Et pour boire, à part l'eau, l'hydratation, c'est important, j'imagine. Ah oui, c'est crucial. L'eau, ça reste la base, bien sûr, au moins 1,5 litre par jour. Mais pour varier, on peut faire des eaux infusées maison. Citron, menthe, les thés, les tisanes, sans sucre évidemment, c'est très bien. Le thé vert, la cannelle, c'est intéressant. Un peu de café noir, ça va. Mais on oublie les sodas, même light, et les jus industriels. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, gérer sa glycémie via l'alimentation, c'est vraiment possible, sans que ce soit une punition, hein, en comprenant un peu l'IG, la CG, et en jouant avec ses astuces de cuisson, de refroidissement, d'association. On peut vraiment faire de son assiette une alliée santé. Et sans sacrifier le plaisir, c'est important. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Que bien manger, c'est essentiel, mais ça ne règle pas tout seul, j'imagine. C'est exactement ça. Ces conseils alimentaires, c'est un pilier, c'est fondamental. Mais ça doit s'intégrer dans une approche plus globale. C'est-à-dire? L'activité physique régulière, ça reste indispensable. Et bien sûr, un suivi médical adapté, surtout si on a un diabète. C'est vraiment un travail d'équipe, soi-même, son assiette, son corps et son médecin. Logique. Et peut-être pour laisser une petite graine de réflexion, si des gestes aussi simples que choisir une cuisson al dente, laisser refroidir son riz ou ajouter un filet de citron peuvent avoir un impact réel, mesurable sur notre corps, ça nous invite peut-être à voir notre cuisine différemment. Comment ça? Plus comme une corvée, mais comme un petit laboratoire personnel de bien-être en quelque sorte. Et la question qui se pose, c'est jusqu'où on peut reprendre le contrôle, influencer positivement notre santé juste en maîtrisant ce qui se passe dans nos casseroles. Passer d'une glycémie